Le cancer. Une pensée vertigineuse qui bouleverse une vie, traverse le quotidien, transforme les relations et réinvente les priorités. Mais derrière ce mot, il y a avant tout des histoires, des visages, des voix humaines et singulières. Bienvenue dans Le cancer et moi. Un podcast où nous tentons de mettre des mots sur la maladie et ses réalités sociales. Dans cet épisode de notre podcast Le cancer et moi, nous explorons une notion encore trop méconnue, celle des patients et patientes partenaires. Des personnes qui, après avoir traversé l'épreuve du cancer, choisissent de mettre leur expérience au service des autres. Alors non pas comme des témoins extérieurs, mais comme de véritables acteurs et actrices des parcours de soins, de la formation médicale et même de la recherche. Qu'est-ce qu'un patient partenaire ? Comment en devient-on un ? Comment transforme-t-il leur vécu en expertise au service des patients ? Pour comprendre ces enjeux, nous avons recueilli les témoignages de Cheyenne, Aurore et Cyril, 3 patients partenaires engagés. Nous entendrons aussi Siamaba, de l'Université des patients abritée par la Sorbonne Université, qui structure et valorise cette démarche, ainsi que Joy Cohen, pharmacienne et fondatrice de Bulle, un lieu pensé pour accompagner les patients autrement. Aurore est porteuse d'une mutation BRCA qui a emporté sa maman d'un cancer. Suite à son expérience personnelle et familiale, Aurore décide en 2023 de devenir patiente partenaire. Alors moi, j'ai donc été suivie à Curie et j'ai eu la chance de pouvoir participer à des ateliers éducation thérapeutique. Et donc c'est différentes thématiques qui sont le faire face au changement, les impacts de la chimio, le sport pendant la maladie, la sexualité, l'assertivité. Il y a X thématiques. Et donc, on se retrouve à plusieurs femmes. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, mais il pourrait y avoir des hommes, c'est pas fermé. Avec une patiente partenaire et 2 personnes qui sont spécialement formées par Curie pour animer ces ateliers. Et c'est là que j'ai découvert la patiente partenaire. Je savais pas que ça existait, et donc elle faisait partie de ces ateliers. Et donc, c'est en discutant, etc., que je me suis renseignée et que j'ai su qu'il y avait une formation certifiante à la Sorbonne. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours besoin, j'aime bien les choses carrées, j'aime bien être, avoir une forme de légitimité, de certification. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est en 1 an, j'ai commencé à me renseigner, j'ai dit, j'ai envie de faire ça. Et en fait, mon objectif à ce moment-là, c'était de me dire, ça peut paraître bizarre, mais en fait, pour faire cette formation, il faut avoir eu un cancer. Et je me suis dit, plutôt que ce soit qu'un parcours, pour l'instant, très difficile avec ma mère et moi, je me suis dit, j'ai envie de traverser le miroir. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai été aidante avec ma mère toute sa vie. J'ai été patiente quand moi, j'ai eu mon propre cancer. Et j'ai dit, maintenant, j'ai envie d'être aidante, donc patiente partenaire. Et c'était ça mon idée, c'était avec les cartes qu'on m'avait distribuées, c'était transcender mon histoire personnelle et en faire quelque chose de positif. Et donc c'est comme ça que je me suis inscrite à la Sorbonne pour suivre cette année certifiante, mais qui est plus qu'une année certifiante, c'est une année thérapeutique. C'est une année où on revient à ce qui s'est passé pour nous, on prend du recul, on est en groupe, on est dans un cocon, on est avec des gens. Je rends hommage à Catherine Tourette-Turgis, à Lénise, à Marie-Paul, etc., qui sont vraiment des gens brillants. Et en plus, on a la chance, tout au long de ce cursus, de recevoir des pontes en cancérologie, sur diverses choses, en psychologie, etc. Et donc, on s'assoit, on est nourri, on a des exercices en groupe. Enfin, c'est vraiment, c'était hyper nourrissant et thérapeutique. Pour moi, c'est quelqu'un qui a traversé la maladie, qui en a retiré une expérience, des savoirs. Et moi, je dis souvent, pour moi, c'est transmettre des conseils que j'ai eus et que j'ai pas eus. Voilà.
C'est vraiment ça. C'est des expériences qu'on a vécues qui nous permettent de pouvoir aider. C'est vraiment l'idée, hein, c'est d'aider, d'accompagner d'autres personnes parce qu'on a eu cette expérience-là qui fait que ça crée tout de suite un lien de confiance entre pairs. Ça fait retomber certains freins qu'on pourrait avoir à discuter de certains sujets avec un médecin, etc. D'ailleurs, on ne se soustrait absolument pas au médecin. Le but, c'est justement de faire le lien et d'être sur un terrain qui n'est pas occupé et qui, souvent, est très important. Et à chaque fois, les retours que j'ai eus, c'était « Ah, ça, on me l'a pas dit ». Et ce qu'on peut comprendre aussi, parce que le médecin, il couvre déjà pas mal de choses, mais le cancer, c'est pas que des cellules. C'est une maladie, c'est de l'intime, c'est du familial, c'est parfois des enfants, c'est une carrière, c'est une sphère amicale, c'est une sphère financière, c'est une sphère sociale, et tout ça, c'est normal, c'est pas à l'oncologue de gérer toutes ces sphères-là. Et c'est là que le patient partenaire va aider sur ces sujets-là. Moi, vraiment, mes motivations personnelles, c'était de transcender mon histoire personnelle. Ça, c'est ma motivation à moi. Parce que, comme je disais, le cancer, je l'ai rencontré à 4 ans et il fait partie de ma vie. C'est mon meilleur ennemi. Du coup, c'était ça, moi, mon levier premier. Et puis, c'est le fait que, comme le cancer, non seulement il touche énormément de sphères, mais c'est une maladie, contrairement à d'autres, où il faut la prendre de vitesse, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Toutes les maladies, évidemment, il faut les prendre en charge plus ou moins rapidement, mais le cancer, c'est vraiment une course contre la montre. Et je dis souvent, on est monté dans un TGV sans prendre de billets. Et on est dedans. Et il part. Et il part quoi qu'il arrive. Donc, toutes les sphères qui sont autour, comme je disais, familiales, etc., il faut qu'elles prennent le train aussi, et il faut tout gérer en même temps. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant quand on a des accompagnements, et c'est pour ça que j'aime cette structure, des gens qui arrivent, qui poussent la porte, ils sont au départ du traitement, du diagnostic, parce que c'est à partir du diagnostic qu'on commence à réfléchir à son rétablissement, et ça demande une organisation, et pour qu'il y ait le moins de pots cassés à l'arrivée, je pense que c'est bien de pouvoir se faire accompagner. Parce qu'il y a une personne qui y est passée, qui a déjà les rouages, qui a certaines choses en tête, etc. Elle fait gagner du temps, des conseils, et c'est pas des petits conseils. C'est des conseils sur la qualité de vie, mais des fois, ça peut déclencher une étincelle, une motivation, et puis, la personne, elle est en train de parler de sa survie. On n'est pas sur un conseil juste esthétique. Donc, c'est ça vraiment ma motivation, c'est de me dire, moi, j'y suis passée, il y a des conseils qui m'ont été hyper bénéfiques, qui m'ont permis d'être comme ça aujourd'hui, etc. D'autres que j'ai pas reçus, mais que j'ai réussi à comprendre, etc. Et on a envie de les transmettre. Alors, j'en ai une qui m'a marquée, dans un des hôpitaux où j'ai pu intervenir. J'étais patiente partenaire, là, pour le coup, en observation. J'étais en stage. Et la personne expliquait qu'elle n'arrivait pas à avaler et donc à manger, puisqu'on a beaucoup de mucite dans la bouche quand on est en chimio, donc des micro-coupures qui empêchent d'avaler, de manger correctement, ce qui est aussi préjudiciable puisqu'on perd du poids, on devient dénutri, enfin bref. Et donc la personne a parlé de ça avec le médecin, et là je lui dis, donc on s'était pas encore parlé, et j'ai dit, moi, je me suis lavé les dents avec de l'huile de coco. Et quand j'ai dit moi, alors qu'on s'était pas présenté, il savait pas qui, j'avais une blouse blanche, mais on s'était pas présenté. Il a tout de suite levé la tête. Et ça m'a vraiment marqué. Et tout de suite, il a engagé la conversation. Ah bon, mais c'est quoi l'huile de coco? On l'achète tout et pourquoi, etc. Et ça, c'est un conseil de vécu et d'expérience qui m'a marqué. Et moi, ça m'a quand même sauvée parce que du coup, grâce à ça, ça a cautérisé mes plaies parce que c'est très gras et j'ai pu manger. Donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, et ça, d'ailleurs, depuis que je l'ai dit, maintenant, souvent, ils le mettent dans des livrets ou des choses comme ça. Ça paraît tout bête, ça s'achète en boutique bio, au rayon alimentation désodorisée, ça se passe très bien. Mais c'est, voilà. Et c'est pas au lieu de, parce que c'est un complément avec les bains-bouches, etc. Mais moi, ça me suffisait pas. Et donc, ça a tout de suite établi quelque chose. C'était direct, en fait, c'était presque, j'ai envie de dire, de cœur à cœur, quoi. Il y avait plus d'âge, de sexe, de quoi que ce soit. C'est, t'as eu un cancer, t'as réussi à améliorer ton truc grâce à ça, donne-moi le tips, quoi. Alors, c'est de plus en plus mis en place dans les hôpitaux, vraiment. Donc, à l'espace patient, souvent, on peut se renseigner dans les ERI.
Et après, il y a des structures. Nous, par exemple, on intervient bénévolement dans une structure, mais qui est vraiment spéciale parce que c'est à l'initiative d'une personne qui a décidé de créer cet espace, c'est une bulle donc dans le 19e arrondissement, où là, effectivement, on reçoit toutes les personnes qui ont envie de passer la porte. Mais ça, c'est vraiment assez novateur, même si de plus en plus, et même en province, il y a des maisons qui se développent où justement on propose des soins, des ateliers d'éducation thérapeutique. Vraiment, pour moi, les ateliers d'éducation thérapeutique, c'était une bouffée d'oxygène pendant mon cancer, mais vraiment, c'était ma bouteille d'oxygène. Et ça, ils sont géniaux pour ça. Moi-même, j'ai fait la formation. Je pourrais être à ce jour patiente partenaire dans les ateliers. Pour l'instant, j'ai pas fait ce choix. J'ai fait plutôt le choix d'intervenir au niveau justement de projets plus globaux sur l'ensemble hospitalier. Chayenne a fait partie de la même promotion de patients partenaires qu'Aurore. Bonjour, je m'appelle Chayenne, j'ai 51 ans. Je suis maman d'une jeune fille de 17 ans qui passe le bac, là. Moi, le cancer, il est apparu dans ma vie à 46 ans. En mai 2020, juste quand on est sorti du confinement, je suis allée faire une mammo écho de contrôle, sans aucune inquiétude, ni anxiété, angoisse. Voilà, pour moi, c'était un examen de contrôle. Et en fait, le radiologue a découvert une masse. Et il avait l'air assez inquiet. Et il n'a pas prononcé le mot de tumeur. Il a vu que je commençais à vaciller et je commençais à comprendre que c'était quelque chose de grave. Et donc, je lui ai dit, ma fille va être orpheline. Voilà, elle va être... je suis maman célibataire et elle va être orpheline. Et il voyait que je commençais à tituber et il m'a dit, Madame, ça va aller. On en est au début. Mais Madame, dépêchez-vous. Là, il faut aller faire tout de suite une biopsie. Et en fait, il me parle de choses. Moi, je venais faire un contrôle, j'allais boire un verre avec un pote sur les quais. C'était pas du tout moi ce que j'avais prévu. Et je comprends pas ce qui m'arrive. Et il me dit dépêchez-vous. Et bon, alors la petite histoire, c'est que moi, mon papa, il a eu un cancer quand j'avais 14 ans. Il est décédé d'un cancer de l'œsophage. Donc, j'avais déjà l'expérience du cancer dans la famille. Et là, je me suis mise en mode automatique. J'avais des talons, puisque moi, je sortais. Après ma mammo écho. Je suis rentrée chez moi, j'ai mis des baskets et j'ai foncé à l'hôpital. Et je suis arrivée avec les radios. Et à l'accueil, à l'hôpital, la secrétaire, l'assistante me dit non mais ça se passe pas comme ça. Vous venez pas comme ça pour une biopsie. Faut être recommandé, etc. Je lui dis non mais là moi je viens de faire les examens. On me dit que c'est grave. S'il vous plaît, il me faut un rendez-vous. Et elle se lève, elle va voir le radiologue et elle revient. Et elle me dit est-ce que vous êtes disponible demain pour la biopsie? Et donc là je comprends que c'est vraiment grave. Et donc, voilà, je commence tous les examens, la biopsie et la longue attente qui va être là terrifiante parce que pendant 3 semaines, j'imagine tout. Et le pire, voilà. Je me fais accompagner sur les annonces par ma nièce. Et heureusement, parce que c'est le brouillard, en fait. Ma nièce, elle est, entre guillemets, elle avait pas peur. Elle était très pragmatique. Et en tout cas, c'était très bien parce qu'il me fallait quelqu'un comme ça. Elle prenait les choses en main, elle arrivait à anticiper des choses, elle me laissait me reposer quand j'en avais besoin. Elle comprenait les choses. Elle avait cette finesse de j'allais dire comme un chat. Je sais pas pourquoi c'est l'image qui me vient. Vraiment comme un chat. Voilà, elle était là. Elle savait y faire en tout cas. Non, ça a été une très bonne aidante. Et je l'ai remerciée dans l'écrit réflexif pendant mon année de formation à la Sorbonne. Je lui rends hommage parce que ça a été une aidante en or. L'oncologue qui me reçoit me dit pas c'est un cancer. Elle me dit c'est un carcinome canalaire infiltrant. Et moi je comprends pas. Et en fait ma nièce elle comprend. Et très délicatement elle me dit c'est un cancer.
Et à partir de ce moment-là, moi, je suis plus du tout ce que l'oncologue dit. Je laisse ma nièce gérer parce que là, derrière, il y a, on va vous mettre un pack. C'est quoi un pack? Un port A4. Un port A4, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, il faut prendre le rendez-vous avec les infirmières, il faut faire les TEP scans, etc. Pour moi, tout ça, je veux pas dire du chinois puisque je suis d'origine chinoise, du russe, mais incompréhensible. Et c'est ma nièce qui a pris toutes les ordonnances, toutes les informations. Moi, dans ma tête, déjà, c'est comment je vais gérer ma fille, comment je vais lui annoncer. En sachant que ma belle-mère, donc sa grand-mère paternelle, est décédée d'un cancer du sein. Donc, et elle avait 12 ans à l'époque. Donc, moi, j'étais plutôt dans cette logistique-là. Comment je vais faire? Et aussi, moi, ma grande inquiétude, c'est l'annoncer à ma fille et à ma maman. Parce que ma maman a eu un cancer de l'estomac. Donc, cancer de l'œsophage, mon papa, ma maman, cancer de l'estomac, gastrectomie totale. Voilà, elle était fragilisée, je voulais pas lui annoncer, je savais pas comment lui annoncer. Alors, patient partenaire, ça m'est arrivé très étrangement bien avant la connaissance du cancer, enfin, quand je dis cancer, de l'annonce. Quand j'ai fait la biopsie, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée sur l'université des patients. Et j'ai toujours à cœur de transformer mon expérience. Et je me suis dit, tiens, l'université de patients, ça m'a l'air intelligent, quoi. Enfin, de notre propre expérience, on la transforme en expertise. Donc ça, j'ai gardé l'université des patients dans ma tête en disant, quand j'en aurai fini avec le cancer, peut-être que je ferai cette formation. Et pendant tout mon parcours, c'est là où je me suis rendu compte que il me manquait un maillon. C'est-à-dire que quand j'allais à l'hôpital, je ne voyais que des gens malades. Donc, et j'entendais que parler maladie et je trouvais ça très anxiogène en salle d'attente parce que moi, j'allais dire c'est mon premier cancer, j'espère ne pas en avoir un autre, mais j'entendais parler beaucoup de récidive. Donc j'en étais à un cancer et j'entendais parler de récidive. Donc moi, j'étais dans l'angoisse de la récidive avant même d'avoir soigné le premier cancer. Et donc par la suite, je mettais un casque et je fermais les yeux en salle d'attente parce que je voulais pas de contact visuel pour pas avoir à discuter avec des gens. Il m'a manqué ce maillon, c'est-à-dire à l'hôpital que des gens malades. Et quand je sors, tout le monde va bien. Et au milieu, c'est comment? Et j'ai un ami qui m'a donné le contact d'une amie qui a eu 2 cancers et il m'a dit contacte-la, elle va pouvoir t'écouter et peut-être te donner des conseils. Et puis ça m'embêtait de l'appeler. Bon, je l'ai appelée, elle m'a donné des conseils. Et un jour, je l'ai vue. Et en fait, à ce rendez-vous dans le café, elle me parlait, mais c'est comme si je l'écoutais pas. En fait, je regardais son crâne, je voyais qu'il y avait des cheveux. Je la regardais respirer et j'arrêtais pas de regarder sa poitrine. En fait, je voyais que c'était possible d'aller mieux. Et en fait, je la regardais prendre sa tasse, boire. En fait, je me dis, mais le rétablissement est possible. En fait, c'est comme ça après. Parce qu'en fait, j'avais pas de modèle. Et pour le coup, ça a fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit, ce chemin, ce maillon manquant, il faut le créer. Donc, il existe, c'est les patients partenaires. Et c'est voilà comme ça que je me suis engagée. Mais entre-temps, moi, pendant mon parcours, j'ai beaucoup tricoté. Et le tricot m'a beaucoup aidée parce que je n'arrivais pas à me projeter. Et en fait, comme j'arrivais pas à me projeter, un tricot, il y a un début et il y a une fin. Et ça m'a aidée à reprendre le fil, le cours de ma vie, par le tricot. Donc j'ai fait plein d'écharpes pour les copines, plein de bandeaux. Et en fait, voilà, j'avais 5 pelotes, j'allais les commencer, j'allais les finir. Et donc il y avait une histoire, un début, une fin. Et c'est comme ça que les projets ont pu se mettre en place. Et une copine m'a parlé d'une association où elle prenait des cours de tricot. Et elle m'a dit, je l'ai entendu parler de cancer, mais je sais pas du tout de quoi il s'agit. Et donc, je vais dans cette association, Le Fil et la Main. Alors, à ce moment-là, quand je vais à l'association Le Fil et la Main, je m'étais inscrite pour le diplôme universitaire, patient partenaire et référent en rétablissement en cancérologie à la Sorbonne. J'ai pas été prise parce que je me suis inscrite un peu tard et pour l'inscription, il y a une condition, c'est d'avoir un projet. Et moi, mon projet n'était pas encore assez solide, donc je pense que j'ai pas été prise pour ça.
Et donc moi, quand on m'en fait une porte, j'ouvre une fenêtre, je regardais si je pouvais me former ailleurs. Et en fait, à Marseille, ils proposent une formation patient partenaire en éducation thérapeutique du patient. Et donc, je me suis formée à Marseille. Donc 2 jours par mois. C'est un certificat universitaire en 6 mois. Donc j'étais à Marseille tous les mois. Donc je vais à cette association qui est à Paris, le fil et la main. Je discute avec la fondatrice. Elle cherchait des bénévoles qui savaient tricoter et crocheter. Et je voulais pas du tout dire que j'avais eu un cancer, et que j'étais en rémission et que j'étais en formation. Et donc elle regarde ce que je fais, elle se dit oui, je vois que tu sais tricoter et crocheter, est-ce que ça t'intéresse à l'Institut Curie? Moi je cherche des bénévoles qui savent tricoter et crocheter, et on est en salle d'attente, on tricote en parlant avec les patients, et si certains patients veulent continuer en salle de soins, on les accompagne en salle de soins. Et donc je lui dis moi je coche plusieurs cases, puisque d'une je sais tricoter et crocheter, et en plus j'ai eu un cancer. Et donc du coup ça l'a fait rire, et je suis partie c'est à l'Institut Curie, et j'ai commencé comme ça, et j'ai commencé par le crochet et le tricot, donc le jeudi matin avec les adultes, et un mardi par mois j'allais en pédiatrie où je faisais du crochet et du tricot avec les parents, et si les enfants voulaient en faire, mais c'est surtout pour les adultes. Et donc j'ai commencé comme ça, alors pas vraiment patient partenaire puisque j'étais pas encore certifiée pendant la formation à Marseille. Et l'année d'après, j'ai fait le diplôme universitaire à la Sorbonne. Ma notion d'aidante, je m'en suis rendu compte à la fin de ma formation à la Sorbonne. Je suis aidante depuis toute petite, dans la cellule intrafamiliale, puisque mes parents parlaient pas français. Et en fait, j'étais leur interprète, et aussi, curieux que ça puisse paraître, c'est moi qui emmenais ma maman chez le médecin et qui traduisais. Et donc, j'ai tout le temps fait ça. Et après, quand j'ai pu faire du bénévolat, j'ai fait du bénévolat à la Fondation de France, auprès d'enfants trisomiques. Donc, je faisais de l'accompagnement d'enfants trisomiques et de handicapés moteurs. Et après, j'ai fait du bénévolat en tant que parent interprète de parents chinois. Donc, en fait, j'ai toujours accompagné, aidé depuis toute petite. L'Université des patients est une innovation universitaire fondée en 2010 par Catherine Tourette-Turgis et abritée par la faculté de médecine Sorbonne Université. Il s'agit d'une initiative pionnière proposant la conception et l'animation de parcours diplômants à destination des personnes souhaitant transformer leur expérience de la maladie en expertise au service de la collectivité. Sia Maba travaille à l'Université des patients depuis le lancement du DU Patient partenaire référent rétablissement en cancérologie. Elle a par ailleurs elle-même suivi ce DU suite à son cancer. L'Université des patients donc a été fondée par Catherine Tourette-Turgis durant l'année universitaire 2009-2010. Cette Université des patients, qui est une association d'intérêt général, est abritée par Sorbonne Université. C'est pour ça qu'on peut diplômer des malades. Il faut une fac pour diplômer. Et donc il y a un diplôme historique qui est le diplôme d'éducation thérapeutique que dirigeait Catherine en 2009, qui est un diplôme hybride puisqu'il accueille à la fois des patientes et des patients et aussi des soignants. Donc ils sont co-formés ensemble pendant une année, donc une année universitaire qui démarre en octobre en général et qui se termine entre juin et juillet si on compte la soutenance du mémoire. Voilà, et suite à ce DU d'éducation thérapeutique, 2 DU font leur apparition en 2016. Le DU donc que je viens de vous citer de patient partenaire référent en rétablissement en cancérologie. Qui s'appelle comme ça maintenant, mais il s'appelait pas comme ça en 2016. À l'origine, il s'appelait accompagnateur parcours patient en cancérologie. Voilà. Et puis un troisième DU qui est le DU de démocratie en santé, qui lui aussi a été créé donc en 2016. Alors chacun de ces DU est très très particulier. Il s'adresse essentiellement à des malades, soit en vivant avec une maladie chronique, soit dans on va dire en phase aiguë, c'est-à-dire de traitement au long cours, ou soit en rétablissement, voire guéri. On a aussi des patients qui sont guéris.
L'université des patients, sa mission, c'est de proposer des parcours universitaires innovants, des formations innovantes. Hein. Vraiment, là, pour le coup, on est pionniers et pionnières dans la diplomation des malades. Former des malades, ça existait déjà. Hein. Les associations de patients font ça très bien. Le cran en plus de l'université des patients, c'est de proposer de la diplomation. Pourquoi? Parce qu'en France, nous sommes dans une culture de la reconnaissance, voilà, via des diplômes. Hein. On est dans une culture très très carrée par rapport à ça. Et puis, l'université des patients, sa mission, c'est de transformer l'expérience du vécu de la maladie en expertise et en compétences à partager avec la collectivité. Donc, dans cette collectivité, vous avez en effet plusieurs terrains. Le terrain du soin, les hôpitaux, les services de cancérologie, vous avez les associations de patients, vous avez beaucoup de patients, de futurs patients partenaires qui viennent à l'université des patients pour légitimer finalement un parcours associatif très ancien et où il y a un véritable engagement. Et donc voilà, souvent ce sont des volontaires, mais voilà, il y a plein de façons différentes d'intégrer l'université des patients. Le patient partenaire peut avoir ce rôle d'alarme parce que le malade va dire des choses au patient partenaire, à un père, qu'il ne dirait pas forcément directement à son médecin. Vous voyez, on est des facilitateurs de liens entre tout le monde finalement. Alors, l'université des patients donc s'adresse à tout public, hein, comme je disais tout à l'heure, venant du national et aussi de l'international. On a des personnes de l'étranger qui viennent se former chez nous. On a depuis la création de l'université des patients, donc en 2009, on a formé et diplômé à peu près plus de 800 personnes. On a une vingtaine de personnes par DU. On a aussi des masterclass. Alors, ce ne sont pas des diplômes, c'est pas le DU, hein, c'est pas un diplôme. Ce sont des formations certifiantes. Alors, beaucoup plus souples et agiles en termes d'organisation. C'est pour ça que je parlais de plus de 800 personnes formées parce que on a des personnes qui sont diplômées, mais on a aussi des personnes qui sont certifiées. Et souvent, ces certifications, eh bien, les masterclass sont organisées à la demande, selon les besoins des terrains. Donc, typiquement un service de soins qui peut faire appel à l'université des patients pour former des patients partenaires dans une pathologie ou dans une problématique particulière. On a à peu près une vingtaine de masterclass, entre 40 et 60 heures. Donc rien à voir avec les DU en termes de souplesse, on est beaucoup plus à l'aise pour les organiser. Ça peut aussi émaner des patients eux-mêmes. Pour répondre à une problématique, par exemple, on a lancé il y a maintenant 4 ans la masterclass de patientes et patients partenaires dans le cancer du sein métastatique. L'université des patients, c'est pas une fac comme une autre. Hein. On vient pas faire du gratte-papier. C'est hyper interactif. On part des savoirs des malades. C'est les malades qui sont producteurs de savoir. Donc on est là pour voilà mettre un petit peu tout ça au carré et les accompagner dans cette transformation de l'expérience en expertise. On a régulièrement des patients partenaires qui viennent intervenir dans nos DU. L'université des patients est pionnière, y compris dans le DU cancéro. Hein. Il y en a, à ma connaissance, il y a pas d'autres universités qui proposent le même type de DU. Par contre, aujourd'hui, des universités qui diplôment des malades, il y en a de plus en plus, et tant mieux, car nous n'avons pas la prétention d'accueillir tout le monde, on ne peut pas, on a une vingtaine de personnes chaque année, on peut postuler tout au long de l'année, et ensuite les personnes sont recontactées, il y a un entretien, voilà, tout ça suit un processus très particulier. Alors, c'est payant, mais si vous voulez, l'université des patients, c'est tout sauf élitiste en termes d'argent. On est dans des valeurs sociales et solidaires. Les prix ont été négociés au plus bas, je crois, mais ça, c'est sur le site. Hein, tout est très bien expliqué. Il me semble que c'est autour de 170 euros. Et on a énormément de demandes d'inscription. Donc, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est d'avoir un projet en réflexion, en maturation. Je veux devenir patiente partenaire dans mon service de soins. Je veux monter un groupe de parole. Je veux être volontaire à créer ma propre association de patients. Je veux créer mon entreprise. Je veux être consultante. J'ai le droit. Faire du conseil et apporter en tant qu'auto-entrepreneur ou consultante indépendante mes conseils de patients partenaires dans une entreprise, dans une institution. Les critères en fait c'est bac+2, c'est niveau bac+2. Alors des fois il y a des systèmes de dérogation, ce ne sont pas des critères académiques, sachant que là aussi il y a de la souplesse,
beaucoup de recommandations. Alors c'est un petit peu l'idéal quand on a une recommandation d'un professeur, d'un chef de service ou d'un président d'association, ça peut aider. Mais vraiment les critères pour être pris au sein du DU, là pour le coup, c'est vraiment la commission pédagogique qui les définit. Parce que vraiment, encore une fois, on a une vingtaine d'étudiantes, on est vraiment dans des dynamiques de groupe, donc l'idée c'est d'avoir des petits groupes parce qu'ils vont beaucoup travailler ensemble. Le DU commence en général en octobre, donc c'est vraiment l'année universitaire, et se termine autour de juin-juillet, parce que pendant cette année universitaire, il y a 120 heures de cours, en effet, donc de la théorie, des interventions, des patients partenaires qui viennent former les futurs patients partenaires, dont il y a un calendrier de cours, et il y a aussi donc pendant cette année-là la possibilité de faire un stage, soit un stage d'observation. Alors je sais pas, c'est entre 2 jours, 1 semaine, mais je crois que c'est très souple les stages. Là aussi on peut faire c'est en fonction de comment on veut voilà ce qu'on veut faire de son DU. Oui, il y a un stage en effet à faire, et surtout il y a des travaux de groupe. Donc on n'est pas en effet que sur de la théorie, des interventions entre guillemets académiques, mais c'est des moments très particuliers. Par exemple, les 2 premiers jours, donc la session d'octobre, c'est 2 jours par mois. J'ai pas précisé, mais c'est 2 jours par mois en présentiel, exceptionnellement en distanciel pour certaines personnes, mais en général c'est en présentiel. Moi j'ai vu même physiquement des personnes arriver chez nous, mais changer pendant toutes les semaines, chaque mois, chaque semaine passée, c'est plus les mêmes, et les projets sont juste incroyables pour certains. Quand je vois des patients partenaires qui ont monté des trucs pas possibles, des associations, y compris sur le territoire, parce qu'une fois qu'elles ont le diplôme, elles retournent sur leur territoire, et des fois sur des territoires isolés. On parle beaucoup de déserts médicaux, mais moi j'ai en tête une patiente partenaire qui, ça fait 3 ans maintenant qu'elle a été formée chez nous, qui en Normandie a créé, a fédéré les acteurs locaux, a monté des programmes, a monté une association dans le rétablissement. La nana, elle a vraiment soulevé les montagnes, quoi. Et je trouve que c'est super, c'est ça la force de l'Université des patients, c'est d'arriver avec un projet. Finalement, le projet, il évolue, voire c'est plus le même, mais on voit physiquement les gens se transformer. Ça, c'est super. Cyril a eu un cancer colorectal à 50 ans. Aujourd'hui en rémission, il est membre et co-responsable de Mon Réseau Cancer Colorectal, une initiative de l'association Patients en Réseau. Il a aussi fait le choix de devenir patient partenaire. Alors une amie justement qui me visitait à l'hôpital était très impliquée dans tout ça, et avait passé un diplôme à l'université des patients à Paris Sorbonne Université, à l'université des patients, un DU, un diplôme universitaire de patients partenaires. Et elle m'a bien motivé en me disant que ça serait bien de le faire, parce que derrière ça, et moi aussi, je pensais que ça me permettait d'avoir de la légitimité quand je faisais, par exemple, une intervention, alors, ou dans un congrès scientifique, mais c'est venu un petit peu après, ou typiquement dans les médias, comme on fait aujourd'hui avec vous, par exemple. Ça donne de la légitimité d'avoir été un petit peu formé, cadré sur ce qu'on peut dire, comment on le dit, ce qu'on peut faire, et puis pour faire de l'accompagnement patient également. Et du coup, j'en ai profité pour aussi me faire certifier ce qu'on appelle 40 heures ETP, éducation thérapeutique pour le patient. Donc ça veut dire que quand des soignants montent ces ateliers d'éducation thérapeutique, je peux, moi, en tant que patient, les aider et participer à ce genre d'atelier. Le terme patient partenaire, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. J'en ai parlé à mon entourage, personne en avait parlé. Et d'ailleurs, à l'époque, donc il y a 6 ans, on parlait plus de patients experts que de patients partenaires. Or, depuis l'été 2024, la faculté de médecine a reconnu le terme patient partenaire. Donc maintenant, et puis personnellement, je préfère le terme partenaire, qui est plus sur de l'horizontalité, que expert, qui fait un peu penser à de la verticalité, qui je trouve que pour de l'empathie et pour de l'accompagnement est quand même moins bien. En fait, le patient partenaire, il va interagir, on va dire, à 3 niveaux. Il va y avoir le patient coach, on va dire, la base, qui va manager une équipe de patients partenaires. Le patient partenaire qui va être plutôt dans la formation, donc qui va aider à la formation des futurs soignants, qui aide à la formation continue des soignants, qui aide à l'éducation thérapeutique, comme je vous ai dit. Il y a le patient partenaire qui va être accompagnateur,
aide en soins, donc ce que vous venez de dire, qui est dans les hôpitaux, essentiellement dans les centres spécialisés en cancéro, et qui va accompagner les malades, donner de l'information. Et il y a le patient partenaire co-chercheur. Co-chercheur, ça peut être en recherche purement fondamentale, c'est pas là où on va les retrouver le plus, mais peut être aussi en co-construction de recherche essais cliniques ou recherche paramédicale, par exemple. Et quand je dis participer à un essai clinique, c'est la co-construction de l'essai clinique. C'est pas parce que je suis inclus dans un essai clinique que je suis patient partenaire. On est bien d'accord, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Donc du coup, moi, mon implication en tant que patient partenaire, il est à deux niveaux. Le premier niveau, ça va être sur la revisite ou la construction de parcours de soins dans les centres de soins. Typiquement, dire que un patient, il peut faire ça, mais on peut pas lui demander de revenir 15 fois et voir si vraiment ce nouveau parcours de soins ne peut pas être amélioré, s'il existe déjà, parce qu'il y a beaucoup de centres de soins où c'est un peu on va au feeling, s'il existe et qu'il soit accompagné. Et d'ailleurs, il peut être accompagné après par un patient partenaire. C'est ce que nous on a monté et ce qu'on a fait typiquement. On a créé un essai clinique avec un parcours de soins sur le cancer du canal anal, pour ne citer que lui, où il y a un accompagnement de soins oncologiques de support pour les patients, et sur le bras standard et sur le bras expérimental, donc celui qu'on fait à Montpellier, on ajoute à ça un accompagnement avec un patient partenaire, qui ne sera pas moi, mais moi j'ai participé à l'écriture de ce process. Autre chose que l'on fait, par exemple, je vais parler de recherche paramédicale. En recherche paramédicale, on va se dire, parce que le patient partenaire est un patient qui a eu forcément la maladie, son vécu se transforme en expertise, son vécu se transforme en savoir qui n'est pas dans les livres. Et donc, ça va permettre d'orienter une recherche vers quelque chose qui est d'abord plus acceptable, plus éthique et réellement posé dans la vie de tous les jours. On va certainement en faire un, typiquement sur la possibilité de mettre de l'APA, activité physique adaptée, juste après, quelques semaines après la pose d'une stomie, histoire d'éviter tous les problèmes d'éventration qu'il peut y avoir. 52% d'éventrations ont lieu avec une stomie dans l'année qui suit la pose, dans les quelques mois qui suivent la pose de stomie. Donc, si on mettait une activité physique adaptée, ne serait-ce qu'apprendre au patient à se lever du lit, pas attraper le triangle qu'il y a au-dessus, forcer sur les abdominaux, et du coup, il y a un vrai risque d'éventration, et ça, justement, c'est un protocole de recherche que l'on met en place, par exemple. Après, je suis aussi dans une start-up digitale où je participe au comité scientifique de cette start-up, où on me demande mon avis sur les développements qui sont faits. Et les développements qui sont faits, ça va de quelque chose tout à fait qui peut paraître très simple. Mais typiquement, quand j'ai dû tester l'application la première fois, en direct devant eux, ce que j'ai vu en premier, c'est que les boutons étaient trop petits, et quand on est atteint de neuropathie périphérique, l'application, typiquement, je pouvais pas l'utiliser. Ça, ils l'auraient pas fait tester à un patient, donc, qui correspondait à leur clientèle finale. C'est comme un produit qu'on met sur le marché. S'il n'y a pas de marché, on vend pas son produit. Or, en médical, en paramédical, le client final, c'est le patient. Donc un autre axe que l'on développe pas mal en tant que patient partenaire, enfin moi et tous les autres, les différentes promotions, on va dire, et on travaille beaucoup sur la démocratie sanitaire, donner accès aux soins aux personnes où qu'ils soient sur le territoire. Parce que vous imaginez bien que si on vous propose typiquement sur un parcours de soins, des soins oncologiques de support, vous allez devoir venir, je dis n'importe quoi, mais une fois toutes les 2 semaines pour faire de la kiné périnéale, par exemple, pour une remise en continuité, mais que vous habitez à 200 km du centre de soins,
vous n'allez pas pouvoir le faire parce que d'abord, 1, la fatigue, 2, le coût, et si c'est pas le coût pour vous, ça va être un VSL, donc il va falloir demander le VSL. Donc en fait, il faut qu'il y ait des réseaux de soins, de support qui se montent, qui se fassent en dehors des centres de soins et qui soient proposés. Déjà, il y a énormément de centres de soins qui ne proposent pas ces soins oncologiques de support, alors que c'est une obligation de l'INCa depuis 2017. Ça va devenir très compliqué et justement après on peut pas, en plus de la détresse de la maladie du patient, lui rajouter une fatigue supplémentaire, un reste à charge supplémentaire et finalement ne pas bénéficier de la même qualité de soins que s'il habitait dans une métropole. Les patients partenaires, ce sont essentiellement des patientes partenaires, ce qui est très bien aussi, mais malheureusement, on manque beaucoup d'hommes dans ces actions, que ce soit dans les comités de pilotage, que ce soit dans l'accompagnement. Or, des fois, particulièrement quand on parle d'accompagnement avec un patient, certains préféreraient avoir un homme, comme d'autres préfèrent avoir une femme. Et là, le déséquilibre est complètement majeur. Typiquement, moi, dans la promotion où j'étais, donc j'ai été diplômé en 2023, on était 25, j'étais le seul homme. Et les 5 promotions précédentes, c'était la même chose. Donc, inscrivez-vous. C'est tout bénef et pour vous et pour les patients. Après avoir fait son DU, Chayenne a pu voir concrètement les apports de cette formation et de ce nouveau rôle de patiente partenaire. J'ai vu l'avant-après parce que mon contact avec les patients n'a pas été a changé grâce à la formation à la Sorbonne par rapport à l'écoute. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que au début, je mettais trop en avant mon histoire, ce qui est pas du tout le but. Le but, c'est écouter et accompagner le patient. Et en ça, la formation a été vraiment très riche parce qu'on nous forme à l'écoute active, la reformulation, les questions ouvertes, le counseling et là, j'ai vu la bascule après avec les patients où moi, j'étais beaucoup plus en retrait. Et même encore aujourd'hui, en fait, avec le fil et la main, maintenant, mon médium, c'est l'origami. C'est là où on voit que l'approche, elle est différente. C'est-à-dire que le tricot et le crochet, il n'y a pas d'effet immédiat dans ce qu'on fait. Parce que pour faire un pull, c'est pas en 20 minutes ou 30 minutes. Et en fait, le but, c'est pas de créer de frustration chez le patient. Alors qu'avec les origamis, maintenant, les pliages, le patient va plier un papillon, il aura le papillon tout de suite. Et donc, il a cette satisfaction d'avoir réussi à. Et en fait, moi, le retour que j'ai des patients, c'est pendant que je fais des origamis avec vous, en fait, je cogite pas. J'avais une boule au ventre. Moi, ça, c'est ce que j'ai retenu parce qu'en fait, je consigne tout ce qui se passe quand je passe tous ces moments à l'hôpital. Et voilà, les patients me disent, moi je suis arrivée avec une boule et là je la sens plus, je me sens détendue, j'ai pas pensé à la chimio. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils arrivent à faire des choses. Souvent au début, ils me disent tout le temps, non mais là, de toute façon, j'arrive pas à me concentrer. De toute façon, je suis trop fatiguée. Et puis j'ai les mains, j'ai plein de neuropathie, donc j'y arriverai pas. C'est tout le temps, de toute façon, je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis pas assez patient. Et petit à petit, je les emmène et ils y arrivent et ils sont satisfaits. Et en fait, ils regagnent confiance en eux. Et donc, bien souvent, moi, je me présente pas comme patiente partenaire par le biais du fil et la main. Je viens et je me présente et je leur dis, est-ce que vous voulez faire une activité et voilà. Et parfois, quand je sais que ça peut servir le propos, je leur dis que je suis patiente partenaire. Quand on arrive avec le matériel, les fournitures, l'accroche, c'est vrai qu'au début, l'accroche est pas simple. Parce qu'il y a des personnes qui veulent pas échanger, veulent rester dans leur bulle et être au calme. Il y a des personnes qui lisent, donc on les dérange pas. Le sourire. Moi, c'est souvent ma première accroche, c'est que je souris. Souvent, ça les intrigue. Ils comprennent pas au départ. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses origamis? L'autre, elle avec son tricot. Ils savent pas si on est des patients ou pas des patients. Et donc, alors moi, j'ai un petit badge où sur mon badge, il y a des pelotes de laine
Et il y a mon prénom. Je souris, je dis bonjour, je leur dis voilà, je suis bénévole au fil et la main. On propose, si vous voulez, une petite pause origami, tricot crochet, si vous avez envie. Et c'est là où on arrive à entrer en contact, parce que les gens vont dire ah mais ma grand-mère elle tricotait et moi voilà, quand j'étais petite je faisais du crochet, etc. Et donc on dit ah mais maintenant vous n'en faites plus. Ben non, parce que voilà, maintenant j'oublie tout, de toute façon je suis plus concentrée. Et c'est là où moi je rentre en action patient partenaire, parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer, est-ce que vous connaissez cette association on cogite, où on travaille voilà, avec des neuropsychologues, etc. Et en fait, moi, je suis beaucoup dans l'observation, l'écoute, et j'identifie tout ce qui peut aider le patient. Et donc, c'est là où je présente toute la palette de ce qui existe et que le patient ne connaît pas. Je me sens pas belle, de toute façon, je ressemble plus à rien, j'ai plus de sourcils. Mais il y a des ateliers onco-esthétiques. Est-ce que vous connaissez cette association? Non, je connais pas du tout. Et je présente, et donc je leur note tout, et ils repartent avec une petite liste. Je fais 4 demi-journées à l'Institut Curie, une demi-journée le mardi en pédiatrie et 3 demi-journées chez les adultes à l'hôpital de jour. Alors, je me sens utile. Je vois que je suis une facilitatrice, et c'est les retours que j'ai. Je suis très contente de pouvoir aider. Après, j'ai mes limites aussi, parce que qui dit accompagnement de patients dit des parcours parfois difficiles. Et j'ai accompagné 2 patientes qui sont décédées. Et pour l'instant, j'ai pas de supervision. Donc j'échange avec mes pairs. C'est pas toujours évident. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai appris le décès d'une patiente que j'ai accompagnée par le biais des origamis. Et c'est son époux qui m'a envoyé un message, et j'ai trouvé son message très touchant, parce que il m'a dit merci, car grâce à toi et aux origamis, tu as coloré des années de lutte. Donc ça m'a vraiment touchée. Et ça n'a pas été évident, mais quelque part, je suis vraiment contente de ce que je fais, même si parfois c'est difficile. Mais quand tu étais malade, toi, tu aurais aimé avoir eu tout ça? En fait, ça, je l'ai quelque part. Alors, je l'ai pas eu de cette manière-là. J'ai été à des séjours post-cancer j'ai fait 2 séjours post-cancer, à chacun son Everest et ciel bleu. Et à chacun son Everest, c'est des groupes de femmes, 12 femmes touchées par un cancer du sein. Et en fait, pendant cette semaine, j'ai eu plein d'infos que je n'avais pas eues pendant mon parcours. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que le rétablissement, c'est pas à la fin du parcours, il commence dès le début. Et c'est pour ça que quand je suis en salle d'attente avec les patients, quand c'est vraiment au tout début, pour moi, c'est entre guillemets du temps de gagner pour le patient. Et d'ailleurs, il y a des patients qui m'ont dit mais pourquoi il y a pas plus de gens comme vous? Elle dit mais vous me redonnez de l'espoir, parce que là, moi, quand j'arrive ici, c'est déprimant. Les gens sont fatigués, ils ont pas de cheveux, on voit que des gens malades. Et ça, c'est une patiente médecin qui m'a dit ça. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'elle m'a dit après, elle me dit mais en fait moi je suis médecin, et j'ai passé une semaine sous ma couette à pleurer. Et quand je lui ai dit que j'étais patiente partenaire, elle m'a dit mais pourquoi on voit pas plus de gens comme vous? Parce qu'elle me dit moi ça me redonne de l'espoir, parce que je pensais pas qu'on pouvait être bien après. Et je sais pas à quoi ça ressemble d'être bien après. Et en fait, quand je pars avec mon sac à dos tous les jeudis matins à Curie, en fait, je pars pas avec la boule au ventre. En fait, je pars super contente avec mes petites feuilles, mon tricot et tout. Et en fait, la matinée, mais ça peut paraître paradoxal, hein. On rit beaucoup. Mais on rit, et en fait, les gens nous disent ah mais merci parce qu'il y a de la vie. C'est pas du tout noir et sombre comme on peut peut-être l'imaginer. Quand on arrive, on dit ah voilà les tricoteuses, ah là là on vous attendait, au mois de mai il y a eu plein de ponts, on vous a pas vu, vous étiez où? Et en fait on leur manque, parce qu'on va là où d'autres ne vont pas. On ose poser des questions,
On n'a pas la même écoute, donc ça leur fait du bien. J'ai demandé justement le retour parce que pour moi c'est ça le plus important, c'est pas, enfin moi j'ai le sentiment d'être utile, mais j'ai demandé aux patientes que j'accompagne ce que elles ça leur apportait. Et donc en fait, ce qui revient là, j'ai j'ai 3 témoignages, et ce qui revient c'est la disponibilité que le patient partenaire a, c'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai un temps que les soignants n'ont pas. Je parlerai donc de disponibilité et de temporalité. Moi, je suis vraiment là pour les écouter. Donc, quand ils me racontent leur vie et qu'ils me disent, ah, voilà, mon fils, il passe le brevet, on est stressé et tout, je les écoute et je pose des questions sur, il veut faire quoi plus tard, etc. Ce temps-là, ce que je peux comprendre, les soignants ne l'ont pas. Ils me disent que, en tout cas, le rôle du patient partenaire, pour elles, puisque c'est 3 femmes, c'est du soutien, que ça les a rassurées. Elles ont ressenti beaucoup de bienveillance et d'apaisement, que elles ont eu beaucoup d'informations qu'elles n'ont pas eues, puisque en fait, par définition, comment aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas? Moi, je savais pas que ça existait des séjours post-cancer, donc je peux pas l'imaginer. Donc moi, si on me dit pas qu'il existe des séjours post-cancer, voilà. Et pareil pour les soins de support. Je ne savais pas ce que ça voulait dire un soin de support. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire non plus l'éducation thérapeutique du patient. Donc moi, j'ai eu des soins de support, par exemple, à l'Institut Raphaël, mais parce que on m'en a parlé. Et ce qu'ils disent aussi, souvent, c'est « avec toi, je me sens comprise et je me sens entendue ». Parce qu'en fait, étant passée par là, j'arrive à mettre des mots, parfois là où elles n'arrivent pas, et donc ça leur donne... elles sont soulagées, et souvent c'est ça qui se passe, c'est que quand elles me disent je suis fatiguée, j'arrive à rien, etc. Moi, je vais mettre des mots en disant, tu sais, c'est pas grave si tu fais pas la vaisselle pendant 3 jours, c'est pas grave si tes enfants ils mangent des pâtes pendant 1 semaine. Et là, souvent, elles éclatent en sanglots en disant, ça me fait tellement de bien parce que j'y arrive plus. Et j'arrive plus à penser. C'est ce que je leur dis. Même penser, c'est fatigant. On m'envoie des SMS, je n'arrive pas à répondre. Et en fait, moi, étant passée par là et je sais à quel point c'est difficile, je mets des mots dessus. Et pour le coup, elles se sentent, autorisées à, entendues. Et elle dit, ouais, moi je me sens comprise avec toi. Joy Cohen est pharmacienne et créatrice de la structure Bulle, dans le 19e. Cette initiative, reposant sur l'expertise de patientes partenaires comme Aurore et Cheyenne, font une vraie différence pour les autres patients qui font face à des problématiques financières ou sociales. Alors, coucou, enchantée, je m'appelle Joy Cohen, je suis pharmacienne, je suis titulaire depuis 15 ans. J'ai toujours voulu avoir un espace pour faire de l'accompagnement de patients, sauf que la pharmacie était petite, c'était compliqué. Puis, malgré tout, j'ai essayé pendant toutes les premières années de faire de l'accompagnement, mais au niveau du comptoir, je trouvais que c'était bien, mais c'était pas suffisant. On a eu un local qui s'est libéré, qui était juste à côté de la pharmacie. Il y a eu en même temps, il y avait une sorte de connexion et d'alignement des planètes qui permettait aussi le début des entretiens de suivi d'accompagnement thérapeutique des patients en chimie orale, qui venaient de voir le jour aussi. Et donc, on a pris le local en août 2022 et on a pu ouvrir le projet en novembre 2022. Donc c'est 45 mètres carrés, intégralement dédiés aux patients pendant toute la maladie, du jour où on l'annonce jusqu'à la rémission. On a essayé d'avoir un maximum de produits qui pouvaient accompagner le patient, les prothèses mammaires, prothèses capillaires, tous les soins cosmétiques et surtout une table pour faire les entretiens et pouvoir discuter avec les patients. C'est ce qui pour moi était le plus important. Et en plus, j'ai voulu axer ce projet sur quelque chose de social et sociétal. On a pris sur nous de ne faire payer aucun dépassement, ni sur les prothèses capillaires, ni sur les prothèses mammaires, même sur les prothèses techniques. On est le seul endroit en France, en fait, où c'est possible. Et on travaille beaucoup avec les associations pour avoir, pour les patients qui auraient vraiment pas les moyens, des produits offerts en produits cosmétiques. Donc c'est quelque chose qui me rend heureuse, justement, quand on peut accompagner le patient dans toutes ces strates. Pourquoi on est parti sur cette partie sociale? Une des premières patientes qu'on a eues pour une prothèse mammaire, une charmante dame, très très gentille, une femme mère de famille. Elle est venue, on a commencé à faire l'essayage pour la prothèse, elle retire son haut et elle avait un haut de maillot de bain. Elle avait déjà eu une prothèse il y a très très longtemps, la prothèse était dans un mauvais état, il fallait faire un renouvellement. Et j'ai discuté avec elle pourquoi un maillot de bain. Elle m'a expliqué que le prix d'un soutien-gorge c'était une semaine de course pour les enfants. Que le jour du diagnostic, son mari l'avait quitté.
et que pour le coup, elle se retrouvait seule à élever 5 enfants, elle faisait des ménages, et que pour elle, 50 €, c'était pas possible. Donc on s'est dit, on va essayer de faire un programme, un truc solidaire. Et aujourd'hui, je prends sur moi qu'à chaque fois qu'on fait une prothèse, j'offre un soutien-gorge. Comme ça, je me pose même pas la question. Toutes les patientes qui ont une prothèse ont un soutien-gorge gratuit pour. Je veux pas rentrer. Enfin, avant même qu'on va commencer à rentrer dans une discussion, je vais être sûre qu'elle soit déjà bien pour pouvoir ensuite entamer les discussions. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est 95% de femmes. Les hommes sont plutôt plus âgés lorsqu'eux. Mais toute personne, en fait, de toute façon, à Bulle, j'ai une partie des patients qui sont masculins. Et c'est souvent pour des cancers, j'ai prostate, poumon, aussi sur des leucémies. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est vrai que le côté prothèse et le côté soutien-gorge, c'est beaucoup plus féminin. Oui, là-dessus, oui. Non, c'est ouvert à tout le monde, vraiment à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit, même si des fois c'est des aidants, des fois c'est des proches, enfin c'est vraiment, et maintenant j'ai 2 patientes partenaires extraordinaires, Aurore et Cheyenne, qui nous ont rejoints, et elles sont, c'est des pépites. Ben, pour le coup, ça permet vraiment aux familles, aux aidants, à toute personne qui pourrait, et je trouve que c'est juste merveilleux. Si pour moi, sur la deuxième étape où je suis hyper contente, c'est justement quand vous êtes venus, c'est pour moi, il manquait quelque chose, et vous l'apportez complètement. C'est-à-dire que si moi j'apporte le côté thérapeutique pur et dur, vous apportez une partie humaine qui est juste merveilleuse. Et les patientes, on a une patiente où j'ai pu échanger, qui est suivie, et elle me dit que sans vous les filles, concrètement, elle aurait arrêté ses comprimés. Donc vous avez un rôle qui est juste merveilleux, et merci beaucoup. Mais alors, comment vous vous êtes rencontrés avec Aurore et Cheyenne ? Je pense que tous les projets sont faits de magnifiques rencontres. Lorsque j'ai lancé ce projet-là, j'avais rencontré quelqu'un d'extraordinaire, mais vraiment d'extraordinaire chez L'Oréal. Mais c'est plus qu'une femme, c'est une merveille de la nature. C'est à la fois de l'énergie, c'est de la bienveillance, c'est de la gentillesse, avec un peps et des idées plein la tête. Pour le coup, elle avait un poste les plus haut placé dans ça, et toujours avec une bienveillance énorme. On a échangé beaucoup, et lorsque j'ai fait l'inauguration de l'endroit, elle est venue. Les vernis suspendus, c'est son idée. En Italie, dans le sud, et dans beaucoup d'endroits dans le sud, quand il y a des cafés, des restaurants, où il y a des clients qui vont payer pour un autre client un café, un plat, un repas, pour quelqu'un qui en aurait besoin. Et nous, on a fait le même système avec les vernis, parce qu'on a des patients, on est dans un environnement où le salaire médian est autour de 1 200 €, ce qui fait que il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus, des gens qui vont avoir beaucoup moins, et que lorsque tout d'un coup, malheureusement, la maladie tombe en plus sur un moment où des fois c'est il y a aussi une séparation qui est en jeu, il y a des fois des complexités au niveau du travail, un vernis peut représenter 3 jours de course. Et 3 jours de course, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et puis là, on a eu cette idée de faire pour ces patientes qui sont vraiment en difficulté, le vernis suspendu, où le laboratoire joue pour un tiers, nous, la pharma, on sponsorise pour un tiers, et j'ai des patients solidaires qui sponsorisent pour un tiers. Et comme ça, on a lancé cette idée-là, et c'était juste trop génial, et on a beaucoup échangé avec Aline. Comment on pouvait améliorer cet endroit, comment on pouvait avoir des choses jolies, la jolie écriture du logo Bulle, justement, je leur dois, et c'était trop bien. Et puis, elle a à un moment pris une décision très forte de prendre une nouvelle étape dans sa vie, qui était de devenir patiente partenaire. Et là, tout s'est enchaîné, et elle m'a dit, il faut que je te présente 2 filles extraordinaires. Je lui ai dit, bien sûr, avec plaisir. Et c'est son idée, et elle me vous a présenté, et depuis, c'est que du bonheur. Et sincèrement, j'ai rencontré que des gens merveilleux, hein. Depuis le lancement de ce projet, c'est impressionnant, en fait, les belles personnes et les belles âmes, en fait, qu'on a autour de nous. Et la seule chose c'est dommage qu'on soit pas assez connu, parce qu'en fait, on pourrait faire tellement plus, mais vraiment tellement, tellement plus. On est le seul endroit où il n'y a pas de dépassement. On est le seul endroit où, le nombre de fois où j'ai des patientes qui me disent, si j'avais su, ou qui me disent, j'ai dû demander, prendre un crédit. Enfin, c'est très compliqué. On est le seul endroit où il n'y a pas de dépassement. Le seul endroit où, justement, elles auraient pas à sortir de leur poche, parce qu'une prothèse technique, dans une pharmacie classique, pour ceux déjà qui font de la prothèse, c'est entre 30 et 50 € de dépassement. Technique, c'est celles c'est pas les premières prothèses, c'est les prothèses qu'on a au bout de 18 mois, c'est celles qui vont avoir des micro-picots pour pas, justement, qu'avec tout ce qui va être transpiration, tout ce qui va être, c'est soit celles qui vont être adhésives, soit celles qui ont des micro-picots pour les femmes qui ont de fortes transpirations, ou pour lequel la peau a pu être plus abîmée, et qui permettent, justement, d'avoir un meilleur confort. Et c'est des prothèses qui coûtent un petit peu plus cher, tout comme celles qui sont adhésives et qui ont une prise en charge à 180 € alors qu'elles coûtent 230. Et nous, en fait, on ne fait pas justement ce delta. Chez nous, il n'existe pas. Tout comme toutes les personnes qui n'auraient pas les moyens d'avoir des soutiens-gorge. Nous, on a moyen de pouvoir les faire rentrer dans le projet. Enfin, c'est dommage, on pourrait aider plus de monde. Et c'est ça la frustration, c'est de pas être assez connu pour aider les gens qui en auraient le plus besoin.
Je rencontre très souvent des pharmaciens. J'ai eu la chance d'intervenir auprès de groupements, auprès de laboratoires qui justement auprès de pharmaciens qui voulaient se lancer dans ces projets. Si vous avez l'envie, lancez-vous. Vraiment lancez-vous. Il y a des pharmas qui ont beaucoup d'espace, où il y a vraiment des endroits qui sont disponibles pour faire des choses. Faites-les. En y mettant du cœur. Ne voyez pas du tout le côté activité. Ne voyez pas le côté business parce que vous serez déçus et c'est pas ça qu'il faut apporter. C'est qu'à un moment, je pense que dans le parcours de soins, il faut un endroit où la patiente se sent bien, elle se sent en sécurité, en confiance et pour avoir un vrai suivi. Et quand j'ai commencé, pour tous ceux qui pourraient penser que c'est une faute, le fait de pas avoir d'espace pourrait être une limite, j'ai commencé dans une pharmacie qui fait 30 mètres carrés. Et au début, je le faisais dans des conditions qui sont pas les conditions d'aujourd'hui évidemment, mais ça m'a jamais découragée de me dire qu'un jour on pourrait faire les choses mieux. Donc il faut commencer quelque part et ensuite il y a toujours des portes qui vont s'ouvrir pour pouvoir faire mieux. On le comprend bien dans cet épisode, le soin ne se résume pas au traitement. Il se construit aussi dans l'écoute, le partage et la reconnaissance de celles et ceux qui savent ce que signifie traverser la maladie. Les patients et patientes partenaires ne remplacent pas les soignants, ils complètent le système, l'enrichissent, le questionnent. Leur présence rappelle que l'expérience vécue est une forme de savoir indispensable pour penser un accompagnement vraiment humain. En les écoutant, on comprend que parler du cancer, ce n'est pas seulement parler de traitement, mais aussi de liens, de transmission et de transformation. Et peut-être qu'en donnant plus de place à celles et ceux qui savent ce que le mot « parcours » veut dire, eh bien on peut transformer la manière dont nous accompagnons toutes les personnes touchées par la maladie. Cet épisode du Cancer et moi vous est présenté par Amanda Scott, réalisé par Marianne Jolin et Charlotte Lepage, mixé par Léo Westphal et produit par Géol Podcast. Merci à tous les intervenants de cet épisode qui ont accepté de nous partager leur quotidien et leur expertise. Pour plus d'informations sur les patients partenaires, rendez-vous sur le site de l'Université des patients de la Sorbonne Université. Tous les liens sont dans la description. Enfin, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute.